Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Mathieu Vénis. Salut Mathieu. Salut Thomas. Nous allons parler, dans ce live, nous allons parler d'un super livre qui est juste ici à mes côtés. Le livre s'appelle C'est Bien. C'est décidé, je change de vie. On peut le montrer toi et moi en plein écran, ça Yes, en fera. même temps. Comme ça on le verra, on le voit 3 fois à l'image. Donc Mathieu, je te connais, on se connaît depuis un certain temps maintenant, depuis plusieurs années, et Ouais, on évidemment. a vécu en parallèle l'expérience d'écrire un livre. Nous avons eu tous les deux la chance d'être sollicités par l'éditeur Duno. Yes. Moi, pour écrire le livre sur le marketing vidéo, donc la boîte à outils du marketing vidéo qui sort incessamment sous peu, là dans quelques jours, et qui est peut-être même sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Et ton Bravo. livre, et ton livre Mathieu, qui est sorti bah, la semaine dernière, je crois. Il est sorti le 4 septembre. Et que j'ai eu la chance de recevoir dédicacé. Merci beaucoup. Et en avant-première. Et en avant-première, oui, parce qu'après, j'ai eu le plaisir d'aller à la Fnac, dans les rayons, repérer où était ton livre, t'envoyer une photo, de dire, regarde, il est là, il est là. Yes, à la Fnac de la Défense, je me rappelle. Et surtout, on a eu déjà l'occasion de communiquer et d'échanger sur ce projet d'écriture. On a eu chacun notre façon d'avancer dans notre écriture. Et ça peut être très Ouais. intéressant parce que l'objet de ce live ici, c'est de vous faire prendre conscience de quelque chose. Et je vais être un peu le cobaye aujourd'hui de Mathieu sur ce sujet. C'est que le perfectionnisme rime avec procrastination. Et Yes. c'est ce livre qui m'a fait réaliser ce lien fort entre perfectionnisme et procrastination. Parce que avant, j'avais conscience des deux séparés, mais j'avais vraiment sous-estimé le lien fort qu'il y a entre l'un et l'autre. Ouais. Et justement, c'est l'objet de cette vidéo et de ceux qui nous suivent là en direct. N'hésitez pas à apporter également vos précisions, poser vos questions ou apporter vos compléments. Une fois que j'ai franchi le chapitre 7 de ton livre, ça a fait un déclic dans ma tête quand tu parlais de justement éradiquer le perfectionnisme et la procrastination. Yes. Et tu as parlé de syndrome à l'intérieur, enfin, tu as décrit des personnalités à l'intérieur et ça a vraiment résonné en moi. Et on va pouvoir en parler de cela parce que je veux vraiment que vous compreniez à travers cette vidéo qu'il y a un lien fort entre perfectionnisme, procrastination. Et quand moi je l'ai réalisé, ça m'a fait prendre du recul et ce livre m'a au moins été utile à ça et j'ai vraiment hâte d'aller voir. Tu m'as beaucoup teasé sur la suite. J'ai trop hâte de lire les 2 derniers chapitres où là apparemment ça va retourner mon cerveau. Donc Ouais, en fait, tu me connais un peu en privé, donc tu sais un peu comment je vois la vie, mais ouais, la zone 6, en effet. Mais faut pas la lire avant le début, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ah, j'ai trop envie de lire la zone 6, ça a l'air magique et ça a l'air génial. Je fais ouais, mais si t'as pas déjà fait les trucs avant, ça marchera pas du tout, quoi. alors C'est intéressant ce que tu as dit sur la procrastination et le perfectionnisme. Il y a un truc très important, c'est que je sais pas si tu connais les injections, les bijections, les surjections en mathématiques, mais en gros, ça va que dans un sens. C'est-à-dire, oui, le perfectionnisme entraînera toujours la procrastination. Par contre, quand on procrastine, ça veut pas forcément dire qu'on est perfectionniste. Ça, c'est important. Il y a plein de gens qui peuvent se dire le symptôme de ma non-action, c'est la procrastination, parce que je ne sais pas pourquoi. Et en écoutant ce que tu viens de dire, ils pourraient se dire, ah, d'accord, je procrastine parce que je suis perfectionniste. Ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a plein d'autres raisons de procrastiner. Par contre, quand on est perfectionniste, et ce qui était vraiment, et ce qui est vraiment ton cas, et ce qui est aussi mon cas, donc on est pareil là-dessus, dès qu'on est victime de perfectionnisme, là on procrastine. Donc c'est dans un sens, ce lien. Tu vois ce que je veux dire? oui, tout à fait. Et c'est vraiment important que vous qui nous suivez, voilà, faites également pas de confusion des genres et on va creuser les exemples de Ouais, personnalités. Et oui, comme tu le parles, l'aventure, parce que comme je suis ton cobaye aujourd'hui, Mathieu, on va parler de l'exemple. Dans mon exemple, on a eu chacun nos stratégies pour écrire nos livres respectifs qui sont sortis à peu près en même temps. Et le ouais, mien ici, la boîte à outils du marketing vidéo, eh bien, ça a été un, comme un calvaire. un calvaire, comme un chemin du héros, tu vois, à lever sa pierre là sur une colline. Mais avant de me décider à écrire les premières lignes, eh ben, le perfectionnisme a fait son effet. Tu vois, il y a eu différents symptômes, des personnalités en moi qui se sont exprimées en partant un peu dans tous les sens. Et on va en parler justement pour que ce soit clair pour ceux qui nous suivent. Et on prendra l'exemple de cette écriture, de ce que j'ai vécu, des états émotionnels que ça a généré chez moi et du pourquoi. Et en quoi ça peut vous aider, vous, à avancer plus vite, tout en sachant justement, comment dire, doser ce perfectionnisme et doser cette procrastination ou l'éradiquer.
Donc, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que pour que les choses soient claires, puisque tu es un ingénieur à la base, donc tu aimes clarifier les concepts et les Ouais, rendre digestes et compréhensibles, tu les vas rendre nous, simples. et les rendre simples. Tu vas nous parler, il y a un type de personnalité dans le Ouais. chapitre justement éradiquer le perfectionnisme et la procrastination, Mhm. le craintif. C'est quoi Ouais. cette personnalité? Dis-nous en plus. Alors, dans le livre, justement, donc le chapitre sur le perfectionnisme, j'ai identifié deux personnalités que j'ai appelées affaiblies, qui étaient victimes de virus. Et quand on attrape un virus, on tombe malade. Et donc, la meilleure manière pour moi d'expliquer ce que c'est que le perfectionnisme, c'est d'identifier ces deux types de maladies qui sont d'une part le craintif et d'autre part l'émotionnel compulsif. Il y a deux images un peu pour représenter ça facilement. Le craintif, c'est celui qui veut absolument avoir la stratégie de A à Z avant même de passer à l'action. C'est la personne qui est à l'inverse de l'entrepreneur, c'est-à-dire c'est la personne qui veut pas prendre de risques et qui veut essayer de prévoir, un peu comme s'il avait une boule magique, tout ce qui va se passer. Si on prend l'exemple de la rédaction d'un livre, le craintif, avant même d'avoir posé un mot sur une feuille blanche pour commencer à écrire son livre, il va déjà imaginer comment est-ce qu'il va l'éditer, comment est-ce qu'il va le publier, quelles sont les stratégies marketing qu'il va mettre en place pour le vendre. Il va imaginer qui sont les influenceurs qu'il va contacter, comment est-ce qu'il va les contacter, etc. Avant même d'avoir commencé à passer à l'action sur la première action et la première ligne du texte. Et dans le chapitre 15 du livre, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des divisions successives. Et en fait, si on raccorde cette méthode-là au craintif, le craintif, il essaye de prévoir toutes ce qui s'appelle les macro-étapes, c'est-à-dire les grosses étapes de la conception d'un projet. Et si on extrapole un peu tout ça et qu'on parle plus de rédiger un livre, mais carrément de créer une boîte et gagner de l'argent, typiquement devenir riche, si on prend vraiment le truc le plus abstrait au monde, eh bien, on se retrouve avec des craintifs qui vont imaginer toutes les possibilités de devenir riche. Donc, je sais pas, investir en bourse, acheter de l'immobilier, investir dans les bitcoins, créer une boîte sur Internet, je sais pas, plein de trucs, avoir une augmentation au travail, etc. Et ils vont analyser tout ça de façon globale et de façon abstraite en essayant de trouver le chemin complet qui va leur assurer d'être riches. Et en fait, c'est complètement impossible. Et quand je le dis comme ça paraît normal, mais si on commence à observer son comportement parce qu'on est le perfectionniste craintif, on va observer qu'on fait exactement ça et qu'on veut absolument s'assurer d'avoir trouvé le bon formateur, la bonne personne, celle qui va nous assurer avec toutes les garanties de satisfaction et de résultats possibles qu'on va atteindre à 100% résultat. Et il n'y a aucune personne au monde, même le meilleur formateur au monde ou le meilleur investisseur au monde, qui peut vous garantir que vous allez atteindre un résultat, parce que la seule personne qui peut atteindre le résultat, c'est vous, et c'est dans l'action que vous allez apprendre. Donc, ça, c'est la première personne, le craintif. Alors, Et ensuite, l'autre personne, donc avant d'en parler de l'autre personne, faisons un ouais, break là-dessus, ça c'est intéressant. Euh, Moi, je le vis dans deux situations. Comme tu l'as dit, effectivement, pour te donner un exemple, allez, puisqu'on est ici, ceux qui nous regardent dans ce live sont sur les sujets du web entrepreneuriat, et donc dans le marketing digital, il y a un sujet, la publicité Facebook. C'est hallucinant le nombre de mois, le nombre de formateurs à qui j'ai pu faire confiance pour essayer de connaître le sujet de bout en bout et devenir quasiment presque un expert à la place de l'expert, sauf que la seule différence entre l'expert qui m'enseigne quelque chose et moi, c'est que je n'ai toujours rien appliqué. ouais, voilà. Et ça, c'est un exemple flagrant et c'est incroyable. Bon, après, je m'y suis mis, mais c'est pour te montrer le temps que ça a pris. Et c'est pareil, sur l'écriture du livre, eh bien, j'ai fait plusieurs versions du sommaire en version très détaillée avant même de me décider à écrire la première ligne pour savoir ça représente quoi et combien de temps d'écrire une fiche dans mon livre. Et avant même de pouvoir chronométrer ces choses-là, eh bien, j'étais en train de faire en long, en large et en travers plusieurs versions du sommaire détaillé. Il n'y a pas de mal en soi à avoir le squelette détaillé de son livre. Mais le Non, ça nombre, va plutôt bien. voilà. Mais le nombre de fois où j'ai pu me reprendre et chaque jour je me réveille en disant, OK, je sais que je prends du retard sur l'écriture de mon livre, mais c'est pas grave. Essayons de réfléchir aujourd'hui à une nouvelle stratégie euh, pour peut-être faire un sommaire légèrement différent, pour que ce soit, j'allais dire, plus facile à écrire. Non, dans tous les cas, ça n'a jamais été facile à écrire. Mais de dire, je me réveillais un peu chaque matin avec une nouvelle façon d'écrire mon sommaire. J'ouvrais un nouveau tableur, un nouveau format pour écrire mon sommaire, une nouvelle méthode de travailler, en me projetant à chaque fois. Et donc, c'était clairement le craintif, c'est celui qui veut tout analyser avant même d'écrire la première ligne.
Et justement, les profils ingénieurs sont très craintifs parce que comme un ingénieur a la capacité d'apprendre beaucoup de choses, c'est le point fort de l'ingénieur, c'est qu'il peut apprendre et comprendre pas mal de trucs. Il se retrouve à faire le métier de plein de choses, de plein de métiers différents, et il oublie d'en faire son truc à lui. Et donc, du coup, si ça se trouve, tu es devenu un expert dans la rédaction de sommaires et dans les méthodes de rédaction de livres. Je t'ai peut-être même documenté sur les méthodes de Stephen King et tout, qui est vachement connu, ou J.K. Rowling sur comment est-ce qu'on écrit un livre. Et au final, tu n'avais pas écrit une ligne, quoi. Et c'est vraiment ça le truc. Et après, si tu veux qu'on creuse un peu cette personne-là, du coup, c'est là où tu te reconnais et aussi moi où je me reconnaissais pas mal, c'est que généralement, on a peur de passer à l'action. C'est une peur, hein, c'est se rassurer à apprendre des métiers différents, des techniques différentes et s'assurer d'avoir le résultat. C'est parce qu'il y a une peur sous-jacente. Et généralement, la peur sous-jacente, surtout sur Internet et quand on fait quelque chose qui va être public, c'est ce qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et oui. C'est-à-dire, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment expert? Parce que finalement, moi, sur Penser Agir dans la psychologie, j'ai pas de diplôme de psychologie, j'ai pas de diplôme de coaching. Toi, en vidéo, tu n'as peut-être pas d'études dans la retouche vidéo ou de trucs comme ça. Et en France, on a ce problème, c'est typiquement français, d'étiqueter la compétence avec diplôme. On met en face compétence et diplôme. Et du coup, on a ça inconsciemment en nous. Et c'est hyper difficile quand on écrit le livre, de se dire, mais est-ce que je suis assez expert pour écrire le livre? Et psychologiquement, ça veut dire qu'est-ce que les autres autour de moi vont penser de ce que je fais. Et si on remonte encore plus aux origines de la psychologie, c'est si je fais quelque chose de mal dans ma tribu, les gens qui sont autour de moi vont me juger et vont m'exclure de la tribu. Et quand on est un être humain, comment dire, le but dans la vie de l'être humain, c'est d'être dans un groupe social qui s'entraide, qui se soude pour survivre, se reproduire et perpétuer l'espèce. Et donc, tout ce comportement qu'on voit, procrastination, perfectionnisme, le craintif, syndrome de l'imposteur, ça vient juste en fait du fait d'accepter, enfin d'avoir peur de se faire rejeter par le groupe et donc de mourir. Parce que s'il y a une peur qui est comme ça et qui est inconsciente, qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est toujours qu'en dessous, il y a un syndrome biologique et psychobiologique qui est dans ce cas-là la peur de se faire rejeter du groupe parce qu'on n'est plus estimé tel qu'on est. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ah ben, Ouais. je le vois à 100% puisque j'étais victime du syndrome de l'imposteur qui a venu accentuer le fait d'écrire mes premières lignes dans la douleur en disant, voilà, chaque ligne que j'écris, attention, chaque ligne peut se retourner contre moi. En fait, vu que c'était un nouveau métier d'écrire pour moi, parce que je suis à l'aise maintenant en vidéo, et j'ai compris en écrivant mon livre les douleurs des personnes que j'accompagne à être à l'aise en vidéo. Je les ai compris et vécues. Alors que ça m'a ramené des douleurs de mes tout débuts en vidéo. Mais elles étaient tellement lointaines, tellement j'ai pris l'habitude et tellement je suis à l'aise en vidéo que je les avais complètement oubliées. En me mettant sur l'exercice d'écriture et devenir auteur et écrire chaque ligne qui allait être gravée dans le marbre et potentiellement pouvoir se retourner contre moi, toi les idées reçues, eh bien, le syndrome de l'imposteur était là bien, bien puissant et m'a rendu quasiment impuissant et surtout pas très productif en tout cas. Et j'ai pris du retard dans l'écriture de mon livre à cause de ça. Et ce qui est totalement incroyable, c'est que la peur de parler en public, la peur d'écrire un livre, la peur de se montrer en vidéo, la peur d'écrire un article de blog même au début, tout ça, c'est la même chose à chaque fois. C'est juste qu'on l'incarne d'une façon différente, mais c'est juste la peur d'être rejeté par son groupe. Majoritairement, ses amis, sa famille, ses proches, sa femme, ses enfants, etc. Personne n'a envie que son enfant vienne lui dire, mais papa, c'est ridicule ce que tu fais, c'est la honte à l'école. Ou que sa femme dise, mais t'es en train de faire n'importe quoi, tu gâches ta vie et moi j'ai honte par rapport à mes collègues. Et c'est ce craintif qui veut essayer de prévoir le résultat à coup sûr. En fait, il essaie juste de rassurer les personnes qui comptent pour lui pour pas être rejeté de ces gens-là. Et la clé pour se sortir de ça, si tu veux, parce que là, on a bien décrit le symptôme, la clé pour se sortir de ça, en tout cas, ce qui a fonctionné pour moi et ce que je dis dans le livre, c'est de reconsidérer ce que c'est que l'expertise. Et l'exemple que j'aime bien donner, et qui est dans le livre d'ailleurs, hein, c'est ton prof de mathématiques en 6e. C'était un expert pour toi parce que tu apprenais les mathématiques à ton niveau, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, si tu prends un prix Nobel de mathématiques, le professeur de mathématiques de 6e, c'est pas du tout un expert pour le prix Nobel. Et ce prix Nobel-là, il va même admirer le gars que personne ne connaît dans le secteur des mathématiques appliquées des prix Nobel, qui va être encore supérieur et qui va être le meilleur au monde. Est-ce que le prof, au collège, c'est pas un expert du coup? Ben si, c'est un expert pour l'enfant qui apprend. Donc, le meilleur moyen de se rassurer là-dessus, c'est de comprendre qu'on a des connaissances,
et qu'on est un expert par rapport à un contexte et par rapport à des personnes. Et de toute façon, et c'est ça encore qui est le plus rassurant, c'est que le prix Nobel qui est là-haut, il peut pas communiquer avec l'enfant de sixième. Il est rendu trop loin. Il va pas avoir les mêmes émotions, il va pas avoir la même connaissance des problèmes que rencontre l'enfant de sixième. Donc, même s'il est plus expert que l'expert qui est en dessous, eh bien, l'expert qui est en dessous est complètement nécessaire à l'enfant de sixième. Et pour sortir de ce problème intellectuel de perfectionnisme, il faut savoir à quel niveau d'expertise on est, faire preuve d'humilité, mais aussi être fier de ses compétences et se dire, OK, au niveau où j'en suis actuellement, je peux aider tous les gens qui sont en dessous de moi et donc je suis un expert à ce niveau-là. Et je continue d'apprendre et j'augmente mon niveau d'expertise. Et si demain tu prends un cours de couture et que tu apprends à faire un point de croix, tu seras expert du point de croix par rapport à moi, qui l'ai jamais fait. Allez, on fait ça. Non, mais Vraiment. c'est rassurant de Mais penser comme bien ça. sûr, exactement, tu as raison. Et tu as cité tout à l'heure qu'il y a des méthodes pour écrire un livre par rapport au craintif. Et Ouais, j'ai été en consulter quelques-unes et ça m'a rappelé, d'ailleurs je l'offre ici en cadeau à ceux qui me voient bien ici dans le live sur ma page Thomas Gazio. Commentez, soyez actifs, partagez ce live et quand je vois que vous avez partagé le live, je vous envoie l'interview que j'avais fait avec Caroline Bachot qui a une belle méthode pour écrire un livre justement en étant ultra productif et je vous l'envoie. Ce sera mon cadeau pour tous ceux qui partagent ce live. Euh, cool. Je veux bien aussi. mais oui, parfait, Et moi, si mais j'ai tu l'auras quelqu'un évidemment. comme pour idée d'écrire un roman derrière, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait cette sortie de zone de confort pour devenir un peu un nouvel auteur, eh ben, ça m'a donné envie d'en écrire d'autres des livres. Ouais, bah ça devient. En fait, c'est la réussite, c'est un muscle, hein. C'est exactement, tu sais, comme un biceps. Plus tu l'entraînes, plus il grossit. Et ben, plus tu commences à réussir et aller pas à pas dans l'action. Il y a que dans l'action que tu apprends de toute façon, hein. Et ben, du coup, tu as envie parce que comme tu réussis, tu deviens expert et tu améliores tes compétences. Et le seul but d'un être humain, c'est de reproduire l'émotion de joie en permanence. Donc, si jamais tu as de la joie en faisant une activité et que tu progresses dedans, la seule volonté inconsciente, enfin de ton inconscient, c'est de reproduire ça. Et ça peut être piégeur parce que écrire des listes, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent. Quand on est entrepreneur, il faut faire du chiffre d'affaires. Donc c'est là où aussi ta volonté doit à un moment dire, hop, je te recadre. Et finalement, on va attendre un peu pour écrire le deuxième, tu vois. Exactement. Ben, c'est exactement ce qui m'arrive là aujourd'hui. Ouais, mais c'est ce qui est arrivé à Frédéric Canvet aussi, qu'on connaît bien, mais lui, il a écrit le deuxième. Ça Waouh! lui coûte un peu aujourd'hui quand même. Bah, Waouh! il est en train de finir son livre sur les chatbots, Oui. toujours chez Dino, dans sa collection. Je mangeais avec lui la dernière fois, et il me disait, je suis content de le faire, ça me fait plaisir, mais ça me coûte en fait. Et oui, ben, je mangeais avec lui avant-hier et il m'a tenu le même discours et ça a fait l'objet d'une interview. D'ailleurs, je vous rappellerai le lien vers l'interview que j'ai fait avec Frédéric. Et maintenant, on va aborder la deuxième personnalité sur la Ouais, thématique du perfectionnisme et de la procrastination, l'émotionnel compulsif. ouais, j'adore ça, l'émotionnel compulsif. Alors, pour les gens qui nous regardent, on n'est pas soit craintif, soit émotionnel compulsif, hein. Ce sont juste des traits de caractère, et un trait de caractère se révèle dans un contexte. Donc, ça veut dire que dans un contexte, on va être craintif, et toujours craintif, et dans un autre contexte, on va être émotionnel compulsif, et toujours émotionnel compulsif. Mais chaque individu développera le trait de caractère suivant le contexte. Vous n'allez pas vous mettre en colère tout le temps, c'est pas votre identité, mais c'est votre trait de caractère dans certaines situations qui vous blessent. Donc c'est la même chose avec ces trucs-là. L'émotionnel compulsif, c'est le touche à tout. C'est celui qui, à chaque fois, par exemple, celui qui veut devenir riche, il va sur Internet, il voit une pub, acheter du Bitcoin, il va directement aller acheter du Bitcoin. Et puis ensuite, il va créer un site Internet, il va directement écrire un site Internet. Il va voir investir dans l'immobilier, il va directement acheter une formation pour investir dans l'immobilier. Et donc, ce sont ces gens qui, à l'inverse du craintif, euh, ne réfléchissent absolument pas à la stratégie, à si c'est aligné par rapport à leurs valeurs, à si ils vont avoir la persévérance, le courage, le temps, l'envie de faire ça, mais qui, dès qu'ils voient quelque chose, ils sautent dessus, ils le font. Et alors ça, c'est catastrophique parce que ces personnes-là dépensent énormément d'argent dans des formations en tout genre, dans des trucs qu'ils vont jamais regarder et jamais appliquer. Le craintif, lui, quand il achète, il applique. En fait, le craintif, ce qu'il veut, c'est perdre un maximum de temps pour surtout pas être jugé par les autres. Alors que l'émotionnel compulsif, lui, c'est perdre un maximum d'argent, toujours dans le but de ne pas réussir, hein, mais en touchant à tout et en disant ouais, mais j'ai déjà tout testé et ça marchera pas pour moi. Au final, c'est la même chose. Tu sais, on parle souvent de la peur de l'échec, mais en fait, c'est juste la peur de la réussite.
Et il faut juste changer le mot réussite. Et tu enlèves ça et tu te dis, en fait, c'est la peur du changement. Et donc, le craintif et l'émotionnel compulsif, ils ont juste peur du changement parce que s'ils réussissent, ça engendre des changements. Et encore une fois, ils vont se faire rejeter par les gens qu'ils aiment. Donc, c'est exactement la même chose. De toute façon, au plus profond de la psychobiologie, c'est tout le temps pareil. Hein. C'est j'ai peur de mourir, j'ai peur d'être rejeté de ma tribu et j'ai peur de ne pas me reproduire. Et ça donne des symptômes différents après, suivant l'éducation qu'on a, nos croyances, nos valeurs, etc. Et donc, la matérialisation de cette même peur qu'on a bien détaillée chez le craintif, bah, chez l'émotionnel compulsif, il va partir dans tous les sens et ça va le rassurer parce qu'il va pouvoir dire oui, mais moi j'ai tout essayé, moi je sais tout et dans mon cas, c'est complètement différent parce que ça marche pas. Et d'ailleurs, ce gars-là qui vend, en fait, c'est un arnaqueur. Et tous ces coachs en développement personnel, c'est des arnaqueurs. Et ce mec qui me vend de la vidéo, c'est un arnaqueur parce qu'en fait, il faut vraiment du matériel à 30 000 euros pour réussir, tu vois. Et donc, en plus, il va se convaincre de ça parce qu'il va essayer un petit peu à chaque fois. Mais comme il essaye un tout petit peu, il apprend rien. Et il y a un vrai problème chez l'émotionnel compulsif qu'il faut souligner, c'est que lui, il va associer ses compétences à son identité. Donc, quand il va essayer et qu'il va échouer, parce que le premier essai, on échoue tout le temps, au lieu de se dire j'ai échoué parce que j'ai pas les compétences et donc je vais persévérer pour apprendre les compétences, il va se dire j'ai échoué parce que je suis nul. Et donc, il va associer l'échec sur un truc, un savoir-faire. Au lieu de le mettre sur un savoir-faire, il va le mettre sur un savoir-être et il va dire mon identité est je suis nul. Et donc, il va se rassurer dans son incapacité à passer à l'action et son incapacité à assumer ses propres choix dans sa vie et à, comme on dit au début, à envoyer la balle de golf un peu sur une autre trajectoire, tu vois, à taper différemment dans le truc, en ayant toujours peur d'être jugé. Et lui, il va se dire, bah voilà, j'ai essayé, ça marche pas, c'est parce que je suis nul, ou c'est parce que les autres sont des arnaqueurs, ou qu'il va juger l'identité des gens plutôt que de juger les compétences pour effectuer une tâche. Et donc là où le craintif avait ce problème d'expertise et ce syndrome de l'imposteur, quand on est émotionnel compulsif, c'est plutôt un problème de confiance en soi sur son identité, qui je suis vraiment, et de se dire, si j'essaye et que ça marche jamais, au lieu de me dire que c'est moi qui suis nul, peut-être qu'il faudrait que je retourne sur la zone du doute dans le livre et me dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment moi et quelle méthode va me parler? Et je vais me poser un peu, souffler et me dire, OK, je vais identifier le formateur, je vais identifier la formation, je vais identifier mes valeurs et faire coïncider tout ça et essayer assez longtemps pour me dire, OK, c'est pas moi qui suis nul, c'est juste que je sais pas faire, j'apprends et je progresse, mais toujours en étant aligné par rapport à moi. Et il va arrêter d'investir dans le Bitcoin, peut-être pour se mettre dans l'immobilier, tu vois, ou un autre truc, si on parle de la richesse. Bien, bien vu. Ça te parle? Ouais, bah, ça me parle énormément. Et effectivement, c'est un très bon conseil que tu donnes à un moment donné quand on identifie ces traits de caractère et quand on veut justement trouver les moyens de le soigner. Euh, Yes. Comme tu le dis, justement, à très juste titre, de revenir dans la zone de doute. C'est la zone Ouais. 1 de ton livre. Et dans laquelle justement on va faire de l'introspection sur sa véritable identité. Et on va surtout, et ça c'est important, on va apprendre à filtrer les critiques parce qu'en fait, c'est aussi une question d'environnement. C'est-à-dire que selon l'environnement dans lequel on navigue, on peut très bien dire, OK, lui il est nul, sa formation de toute façon c'est une usine à gaz, je connais qu'un faible pourcentage des personnes qui ont réussi, donc moi je me range du côté de ceux qui se plaignent que cette formation est trop dense et que personne n'y arrive, donc je me range de leur côté parce que finalement, étant moi-même pas persévérant, ou j'ai oublié de me reconnecter à mes valeurs ou à mon identité ou à des choses que tu expliques très bien dans la zone 1. Ma famille m'a expliqué que c'était une arnaque aussi. Voilà. C'est tout ça. Ma femme avait raison, j'aurais pas dû investir là-dedans, Ah. je l'ai mal appliqué, et voire même aujourd'hui pas appliqué, mais le peu que j'en ai vu, ça me conforte parce que j'en ai parlé à d'autres qui l'ont trouvé pareil, cette formation très dense, cher pour ce que c'est, n'ont pas eu les résultats escomptés, mais finalement ils sont dans le même cas. Ils ont aussi eu un entourage qui leur dit mais qu'est-ce que t'as été faire, c'est quoi, regarde, j'ai cherché dans Google le nom de l'auteur avec arnaqueur en face, je suis tombé sur plein d'articles, alors qu'est-ce que t'as été acheter ça toi? Et, et, et on se remet dans cette zone de confort de se dire, bon, ouais, effectivement, ouais, mon environnement avait raison. Donc on revient sur un confort à pas être aventurier. C'est exactement ça. Et tu vois, tu sais, tu l'as le sommaire du livre, tu Oui, sais. Et je sais pas si tu as vu, il y a un truc pour ceux qui sont vraiment observateurs, il y a des mots autour. Tu vois, un confort, confort, etc. oui, Tu vois? oui, Et en fait, attends, je regarde un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est à cet endroit-là. Quand tu es dans ta zone de confort, c'est exactement ce que tu viens de décrire là. Soit tu vas dans ce sens-là et tu vas créer un inconfort dans ta zone de confort en te faisant confiance.
soit tu vas dans ce sens-là et tu vas renforcer le confort, c'est-à-dire euh, tu vas justifier ton environnement, donc renforcer le confort. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on arrive tac, tac, tac. Donc tu tournes à l'envers, tu arrives à la standardisation, pardon, l'abstraction du confort, tu abstrais, donc c'est-à-dire que tu changes tes croyances de ta tête, tac, 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 tu arrives à la standardisation et tu te standardises par rapport à ta zone de confort et tu t'alignes du coup dans le mauvais sens par rapport à ton environnement. Là où si tu tournes dans l'autre sens, le début du chemin commence par créer un inconfort dans sa zone de confort pour ensuite se remettre en question. Donc, tu viens de décrire avec tes mots et tes trucs le modèle qu'il y a dans le sommaire du livre, tu vois. Et ça, c'est si on comprend ça, c'est ce que je dis dans le livre. Je dis, enfin, non, pas dans le livre, c'est dans la formation en ligne qui accompagne le livre. Dans l'introduction de la formation, je dis, si vous arrivez déjà à comprendre la zone 1, la zone du doute, moi, il m'a fallu 7 ou 8 ans pour comprendre la zone du doute. Enfin, je veux dire, ce que j'ai mis dans le livre, c'est pas des trucs que j'ai lus ailleurs. Enfin, bien sûr, il y a des trucs qui existent ailleurs, mais je l'ai vraiment expérimenté. Et la zone du doute, c'est le plus compliqué. C'est un peu sortir de la matrice, tu vois. C'est quand Neo, il se rend compte qu'il y a peut-être un truc derrière et qu'il y a peut-être des gars qui arrivent à tordre des cuillères dans la réalité et peut-être que la réalité est pas réelle, tu vois. Le Matrix, c'est juste une métaphore de vrai truc, hein. Et le meilleur moyen d'être libre de ses choix et de faire des choix libres, c'est d'accepter qu'on est emprisonné emprisonné, on va faire slash conditionné. Et quand on prend conscience de ça et qu'on se dit, OK, je suis conditionné par mon environnement, à ce moment-là, on peut commencer à observer son environnement et à commencer à créer cet inconfort en se disant, putain, mais en fait, peut-être que tout ce qu'on m'a appris est faux et qu'il faut que je remette en question tout ça, quoi. Eh ben, ce que tu décris là, c'est d'excellentes structures de storytelling. Et là, je vous montre, cette fois-ci, on se montre nos livres respectifs. Donc là, je te montre le mien. Et regarde, Carrément. alors toi, tu la vois peut-être pas comme les autres, mais regarde cette belle illustration. Ça te montre, je te le montre ici vite fait. Hop. Je regarde sur mon écran en même temps, vite fait. Donc, je sais que je tourne la tête du mauvais Ah côté. oui, exact, exact. Regarde, ça te montre ici ce que j'appelle le parcours du héros. Ah, yes, je connais ça. Yes. Et ça, c'est un classique. Ce classique-là, on est dans sa zone de confort ici, dans sa petite maison, tout va bien. Il y a l'appel de l'aventure. Donc là, c'est Duno qui nous appelle, Mathieu et moi, pour dire il y a un livre à écrire. Waouh, là, on commence à faire exactement les syndromes que tu as expliqué tout à l'heure. On commence à avoir, il y a différentes façons d'entamer cette péripétie, ce labyrinthe qu'on voit ici. Des différentes stratégies, différentes façons de l'aborder. Donc ça dépend de vos traits de caractère et de personnalité. À un moment donné, quand il va falloir aller au-delà de sa zone de confort, oui, ça va pas être relax. Oui, ça va être douloureux. Dans certaines histoires, ça amène aux frontières de la mort. Ouais. Ensuite, vous allez trouver une arme secrète, pour certains un mentor, une méthode, quelqu'un, comme ça a été mon cas et comme toi ça a été certainement ton cas Mathieu, un entourage bienveillant qui t'aide Ouais. à faire bon usage de l'arme qui va te permettre d'écrire enfin ce livre. Et tu vas donc surpasser toutes tes peurs, tous tes syndromes, bien utiliser cette arme. Je vous expliquerai tout à l'heure une arme que j'ai utilisée, vous allez dire c'est du surnaturel. Et enfin, vous résolvez votre énigme et vous pouvez revenir à la vie normale, comme c'est notre cas, toi et moi, aujourd'hui, mais en étant grandi de quelque chose, de cette volonté de repartir à l'aventure et pourquoi pas un jour se dire, allez, on va écrire un autre livre parce qu'on sait le faire. Et cette histoire, elle est applicable à absolument tout, quoi. C'est la structure narrative. Et quelle est l'arme, une des armes que j'ai utilisées par rapport à mon entourage bienveillant? Le FT. Ah oui, avec Marie-Annelle. Oui, Emotional Freedom Techniques avec Maria Hanel et on s'est fait une petite séance, elle et moi, justement sur le lâcher prise, sur faire prendre les messages qui vont bien, les gestes qui vont bien, avec le petit rituel qui va bien par rapport à des affirmations. Et ça a marché. Je suis passé de l'état de peu productif sur l'écriture de mon livre à 2 fiches par jour. Au lendemain, j'arrivais à écrire 4 fiches par jour parce que il s'était passé quelque chose en moi, ça avait déboussolé quelque chose, débloqué quelque chose en tout cas, mis un peu en stand-by ce perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, l'accepter, savoir le dompter et en faire bon usage. Et ça a été un des outils. Il y avait j'ai eu un entourage aussi de plein d'autres entrepreneurs bienveillants qui m'ont mis les bons coups de pied aux fesses justement pour pouvoir aller jusqu'à finaliser le livre dans les temps. C'est vrai que les gens se rendent peut-être pas compte qu'écrire un livre, c'est pas simple, en fait, hein. Ah Parce non. que pourtant, on a fait des tonnes de trucs. Je veux dire, toi, t'as fait avec Puissance Live, t'as fait une formation vidéo, t'as des clients, t'as ta chaîne YouTube, ton site. Moi, c'est pareil, tu vois. Et c'est vrai qu'un livre, comme c'est physique, sur Internet, on peut toujours supprimer, modifier, mettre à jour, etc. Le livre, quand on parlait de cette peur d'être jugé par sa tribu,
tout à l'heure, c'est vraiment compliqué de coucher sur papier, de se dire, OK, c'est figé après. Je peux pas les gommer parce qu'il y a une faute, tu vois. Exactement. C'est aussi un des gros handicaps que j'avais et enfin, qui me remettait dans ma zone de hey, t'es perfectionniste. Donc, en gros, tu as le droit de l'écrire 36 fois cette phrase. Mais non! Non, à un moment donné, euh, Ah, faut lâcher prise. Ouais. il faut lâcher prise et dire ouais, la phrase, elle est formulée telle que, et il faut surtout qu'elle soit compréhensible parce que je suis dans la bonne position pour aider mon prochain. Donc, lui va la lire, va la comprendre dans le bon sens et ça suffit. On s'arrête là, le point. On passe à la phrase suivante. C'est pas. D'ailleurs, Vas-y. ouais, petite anecdote, quand j'ai rendu le manuscrit de mon livre à Duno, il faisait le double de pages, hein, il faisait 400 pages. Et c'est grâce à l'éditeur que, à force de relecture, de réécriture, qu'on a réussi à réduire le volume à 200 pages et à faire quelque chose qui soit aussi simple et digeste. Et je sais pas si tu connais la citation de Léonard de Vinci qui dit la simplicité est l'ultime sophistication. Hmm. Et réussir à écrire un livre et à faire tenir, pour moi, c'est presque 16 ans de ma vie dans 200 pages. C'est intellectuellement, c'est dingue parce qu'on veut toujours être plus précis alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Exactement. Et combien de nœuds au cerveau on a pu se faire, toi et moi, sur cela, sur comment réduire pour que l'essentiel y soit et que l'essentiel soit exactement ce dont a besoin notre Ouais. lecteur. Ça, c'est vraiment, et ça fait de nos cerveaux, mais c'est une bonne douleur. Ouais, C'est pas genre, ah, excusez-moi, cher éditeur, ça m'a fait mal au crâne, j'ai été voir mon médecin, il m'a arrêté pendant 6 mois, donc il n'y aura pas de livre. Eh oh, ça va pas la tête ou quoi? et la clé, encore une fois, c'est de ne pas essayer d'avoir toutes les casquettes. Nous, on a la chance d'avoir un éditeur compétent et du coup, c'est son travail. Et quand il me faisait des remarques en disant, ouais, ça c'est trop compliqué, c'est trop long, ça n'a pas sa place, etc. Et même quand je me rappelle Ronit, qui est mon éditrice, qui m'a dit, on va supprimer 200 pages. Bah, le premier jour, heureusement que j'avais ce recul et que je lui ai dit, bah ouais, non, mais t'as raison, c'est ton métier et dis-moi ce qu'on supprime, quoi. Et c'est Excellent. comme ça que ça se fait. Donc, il faut aussi accepter, faut donner son travail aux autres et accepter le jugement, les critiques, pardon, c'est pas un jugement, c'est une critique. À partir du moment où on a validé leurs compétences. Et quand on a la chance d'avoir un éditeur, quand on écrit un livre, on valide bien entendu sa compétence en tant qu'éditeur et on sait que quand il nous dit qu'il faut supprimer des pages, c'est pas pour nous faire mal, c'est pas notre identité qui est affectée, c'est nos compétences et notre savoir-faire dans l'écriture du livre, justement. Et quand c'est comme ça, c'est facile d'accepter, en fait. Waouh. Mais écoute, merci beaucoup, ça a été super riche. On pourrait continuer des heures tellement il y a des choses à vous partager. Mais justement, pour aller plus loin dans cette introspection de vous-même, pour passer à l'action, pour passer de la zone du doute à la zone qui s'appelle, la dernière, elle s'appelle la zone de l'alignement, parce qu'entre-temps, on sera passé par plusieurs zones et ça va vraiment vous retourner le cerveau. Et vraiment, vous allez prendre des bonnes actions et passer à l'action. Je vous recommande chaudement, c'est décidé, je change de vie. Merci Mathieu d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Thomas.